Salut à tous, c'est Archampi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter l'interface de Krita comme demandé en commentaire. C'est parti! Donc, quand vous lancez Krita, vous avez ceci qui va s'ouvrir. Vous n'avez pas grand chose avec lesquelles vous pouvez interagir parce que vous n'avez pas d'image en cours ou de dessin. Mais je peux déjà vous présenter quelques petits trucs. Donc dans début ici, vous avez deux choses utiles. Nouveau fichier pour créer une nouvelle image. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Avec les dimensions, vous avez les prédéfinis que je vous conseille si vous voulez faire des images de base. Les PPI qu'il y a à côté des formats, c'est le nombre de pixels dans votre image. 300, c'est le minimum à avoir. Si vous avez un PC moyen, restez sur 300. Si vous avez un bon PC ou un très bon PC, vous pouvez aller sur 600. Après, vous pouvez personnaliser ici, dans largeur et hauteur, la taille de votre image. Et si vous n'êtes pas très doué en conversion, vous pouvez changer en centimètres, millimètres, décimètres, pouces, etc., etc. Et ici, vous avez les PPI, donc les pixels, et vous pouvez les changer aussi comme vous voulez. En dessous, vous avez les, on va dire, les paramètres de couleur de votre image. Vous pouvez être en RGB, donc red, green, blue, c'est RGB. Ou vous pouvez être en CMYK. Il me semble que c'est cyan, magenta, yellow et le K, je me souviens plus. Mais voilà. Donc, vous pouvez être, si vous voulez faire de la couleur, soit en RGB, soit en CMYK. RGB, c'est plus pour les images à destination des écrans, et CMYK, c'est plutôt pour l'impression. Après, vous pouvez vous mettre en grayscale aussi, mais là, vous aurez que des nuances de gris. Ensuite, on a ici, il me semble que c'est l'espace alloué à votre couleur dans votre image. L'espace en termes de stockage, on va dire. Moi, généralement, je reste en 8, mais après, si vous voulez faire un gros dessin, vous pouvez vous mettre en plus gros, en une plus grande capacité. Pour le reste des réglages, je vous conseille de pas y toucher, de les laisser comme ça. Ensuite, vous avez les contenus. Bon, ça, moi, j'y touche pas. Je préfère le faire une fois que j'ai fait mon image, en gros. Vous pouvez choisir le nombre de calques en avance. Si vous savez déjà qu'il vous faut 12 calques, bah vous pouvez déjà rentrer 12 calques. Le fond de votre arrière-plan, vous pouvez choisir une couleur. Votre opacité. Et après, vous pouvez choisir si votre arrière-plan il est intégré à l'image, si c'est juste un calque blanc de base. À vous de voir. Moi, généralement, je touche pas à ça, je laisse ça comme ça. Puis après, une fois que j'ai créé mon image, c'est là que je vais changer des choses. Après, ici, on peut faire créer à partir du presse-papier. C'est un peu la même chose à remplir. Et là, bah, vous voyez que la dernière image, par exemple, que j'ai enregistrée, c'est ça. Et dans mon presse-papier, je peux me servir de ça. Bon. C'est pas le plus pratique, je trouve que c'est mieux de rester sur ça. Mais bon, après, si ça peut vous aider, faites avec ça, avec créer à partir du presse-papier. Ensuite, on a différents modèles qui nous proposent. Il y a les modèles d'animation. Donc ça, c'est si vous voulez faire de l'animation sur Krita. Il me semble que sur certaines versions de Krita, il faut télécharger quelque chose en plus pour que ça marche correctement. Donc voilà, regardez quelle version de Krita vous avez et s'il faut télécharger quelque chose. Moi, je suis restée sur une version que j'ai depuis quelques années. J'ai pas fait la mise à jour parce que on va dire qu'à d'autres endroits où je donne des cours, le logiciel il est à jour, c'est les nouvelles versions, mais il y a beaucoup de brosses et moi je préfère rester avec mes brosses que j'ai actuellement, ça me va bien, ça me perd un petit peu à chaque fois, même si dans les nouvelles versions on peut avoir accès aux brosses des anciennes versions. Je préfère rester comme ça me convient mieux, il y a des trucs qui ont changé de place, donc moi je préfère rester sur mon truc de base. Je suis en pilote automatique sur cette version, donc c'est très bien. Ensuite, vous avez les modèles de bande dessinée que je vous avais présenté déjà dans la vidéo comment faire un manga, la première. Ça, je les trouve pas très pratiques en réalité. Vous pouvez vous en servir si vous avez envie. Vous pouvez bien sûr faire des tests pour voir si ça vous convient ou pas, mais c'est vrai que les grilles comme ça, je trouve pas ça très intéressant à utiliser. Après, vous avez des modèles avec des tailles pareilles prédéfinies. Mais pareil, je trouve que c'est plus pratique de rester sur la chose de base et d'aller dans les prédéfinis, de choisir, ou alors de rentrer directement vos largeurs, vos hauteurs. Ça, je m'en sers pas.
Je crois pas avoir vraiment regardé, mais c'est pareil, c'est des espèces de modèles prédéfinis. Là, il n'y a pas de fond, par exemple, pour ceux-là. Là, vous avez les modèles pour les textures. Ça peut être pratique si vous voulez faire vos propres textures. Voilà, vous avez un carré. Et dessus, il faut dessiner votre texture. Je ferai peut-être une vidéo un jour pour vous montrer comment faire une texture et l'importer dans Krita et tout, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Donc, on a vu ça. On a ici, c'est ouvrir un fichier. Donc, ça va vous ouvrir directement le dernier endroit que vous avez ouvert. Par exemple, si dans Krita, la dernière chose que vous avez ouvert, c'était vos images, bah, ça va vous rouvrir le dossier. Et vous pouvez rechercher une image ou un fichier Krita pour le rouvrir. Après ici vous avez les documents récents, donc c'est votre historique, vous pouvez l'effacer. Et à chaque fois que vous ouvrez quelque chose ou que vous créez une nouvelle chose, comme là vous aviez vu qu'il y avait toutes les tests il y avait toutes les pages que j'avais ouvertes là pour vous montrer les modèles, etc. Ensuite bah, vous avez la communauté, c'est pareil je m'en sers pas, mais vous avez le manuel, le site, etc. Là, vous pouvez cocher si vous voulez voir les nouvelles à propos de Krita. Moi, je le coche pas, mais j'aurais pu. Hein. Et du coup, pour l'instant, on ne peut se servir de rien, mais on peut quand même aller dans les fenêtres en haut. Donc, c'est comme sur un logiciel classique comme Word, Excel, Photoshop aussi, ils ont ça. Beaucoup de logiciels ont en haut les fichiers, modifiés, etc. Donc fichier, vous pouvez également faire une nouvelle image à partir de fichier. Vous pouvez aussi ouvrir à partir de fichier. Si vous avez un document récent dans votre historique de Krita, vous pouvez ouvrir un document récent directement. Et après, vous avez tout un tas de choses dans les autres fenêtres. Modifier, ça peut vous servir si vous connaissez pas encore les raccourcis. Donc vous avez CTRL-Z pour annuler et pour refaire, vous avez CTRL-MAJ-Z. Vous avez couper-coller, couper-copier. Affichage, là, c'est si vous avez besoin d'interfaces en plus dans Krita qui ne sont pas de base ou pour en cacher que vous ne voulez plus. Image, ça va être quand vous allez créer votre image, votre dessin. Vous pouvez changer quelques propriétés ou les voir et changer quelques petites choses par rapport à votre image, mais il faut l'avoir créée. Là, pour les calques, vous pouvez faire également à partir d'ici, nouveau calque, etc. C'est plus pratique de s'en servir depuis Krita, je trouve. Sélectionner, ça peut être pratique pour inverser la sélection ici. Après le reste, personnellement, je m'en sers pas trop. Les filtres, c'est un petit peu compliqué, mais ça peut être utile. Donc vous allez avoir différents types de filtres que vous pourrez ajouter à votre image. Après, ça, je m'en sers pas. Paramètres, je touche pas. Vous pouvez changer l'espace de travail. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc je vais faire une nouvelle image juste pour vous montrer un peu au pif. Donc voilà, quand vous créez une image, on arrive sur ça. En haut à droite, vous pouvez changer le type d'espace de travail. Moi, là, je suis sûrement sur un basique ou un big paint. Il y en a plusieurs. Ça, c'est pour l'animation. Donc en bas, vous avez votre timeline, là, où vous pouvez avoir vos images clés, etc., etc. Vous avez celui-là. Après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez comme espace de travail. Celui-là, il est pas mal, je trouve, le Big Paint 2, parce que je trouve que tout est bien séparé et bien visible. Là, je trouve que celui-là, il est un peu gros. Vous avez tout un tas de choses possibles. Vous pouvez même créer les vôtres. Pour créer les vôtres, il faut, par exemple, changer la taille ou l'emplacement des choses avec cette petite molette. Vous pouvez également déplacer la palette et par exemple la mettre là. Enfin, vous pouvez vous débrouiller comme vous voulez. Et une fois que vous avez tout placé comme vous voulez, vous pouvez créer un nom ici et l'enregistrer. Et ça sera du coup disponible dans toutes les propositions. Donc moi j'ai créé celui-là pour travailler quand je fais par exemple du noir et blanc et des mangas. Parce que du coup, j'ai pas besoin énormément de la couleur. La couleur, je m'en sers juste pour faire des zones. Et pour appliquer mes trames, par exemple, ou pour incruster des choses. Donc, c'est plutôt du noir et du blanc dont on sert. La palette, je l'ai laissée parce que pourquoi pas. Et du coup, ce qui me sert le plus quand je fais des mangas en noir et blanc, c'est d'avoir les outils en gros et les brosses en gros, à gauche. Et après, à droite, j'ai pas trop changé. Peut-être j'ai changé un peu la taille ici, mais je suis même pas sûre, je sais plus. Donc voilà, il y en a plusieurs. Moi, celle que je vous conseille de base, c'est la Big Paint 2.
Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais dans les vidéos, moi je serais toujours en Big Paint 2 ou dans le mien. Ça change pas de place, c'est juste la taille des éléments qui change. Donc du coup, on peut passer en revue. On va commencer à droite parce qu'il y a moins de choses. En haut à droite, vous avez la vue d'ensemble, donc c'est votre image. Si par exemple je dessine un truc dessus et que je veux, vous voyez, ça apparaît, et que je veux me déplacer à un endroit, je peux. Je peux également zoomer à partir de cette fenêtre, et en cliquant, je peux me déplacer. Je m'en sers rarement. Je fais plutôt molette et souris pour me déplacer. Donc molette, c'est pour zoomer, dézoomer, et rester cliqué sur la molette, ça vous permet de vous déplacer. Donc on a la vue d'ensemble. Là, vous avez des petites choses. Il y en a qui sont faites pour enlever. Donc là, j'ai appuyé sur la croix, ça me l'a enlevé. Si j'ai enlevé un truc que je veux pas, j'ai juste à retourner en haut à droite et à rechercher. Et là, l'autre, c'est pour le détacher. Donc vous pouvez le détacher, le déplacer et le remettre là où vous voulez. Ensuite, en dessous, dans la vue d'ensemble, on a un truc super utile, c'est la rotation. Donc on peut tourner notre image. Ce que je trouve encore plus pratique, c'est quand on fait clic droit, on a la roue des favoris, de vos brosses favorites. Et en réalité, je trouve que c'est plus pratique d'utiliser ce petit rond parce qu'on sait que ici, c'est pour le remettre bien droit. Si je tourne ça, on peut utiliser ça en bas, ça va vous le remettre droit automatiquement. Donc ce qui peut être un peu dur, c'est que il y a plein de choses qui font à peu près la même chose à plein d'endroits différents. Donc à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Si vous utilisez ça en haut, je pense que le mieux c'est d'utiliser le réinitialiser en bas pour vous remettre droit. Vous pouvez également utiliser ça qui vous inverse l'image. C'est très pratique pour vérifier si votre image ou votre dessin marche dans les deux sens, ou quand vous voulez dessiner quelque chose de l'autre côté, c'est plus pratique des fois de pivoter votre image pour faire le bon trait. Donc là vous avez aussi à côté cette petite icône qui vous zoome, dézoome. Un truc prédéfini, bon je m'en sers pas. Et après en dessous on a le plus utile, les calques. Donc vous voyez il y a plusieurs fenêtres. Là on est sur la fenêtre des calques. Pareil il y a la croix pour enlever et l'autre petite icône pour le détacher. On a le mode de mélange des calques. De base rester sur normal. Là on peut trier, mais j'avoue que je m'en sers pas. Mais voilà, vous pouvez trier avec ça. Ensuite on a l'opacité du calque. Et en dessous on a les calques présents dans votre image. Donc vous aurez souvent le background verrouillé blanc. Vous pouvez le déverrouiller, changer sa couleur. Et à côté de chaque calque vous avez 3 petites icônes. Le cadenas pour verrouiller, déverrouiller. Quand il est verrouillé ou quand la fonction est activée, elle est en blanche ou en gris très clair, vous voyez. Et quand elle est désactivée, elle est grisée plus foncée. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus dessiner, vous voyez, quand c'est verrouillé. Donc il faut déverrouiller pour dessiner. Ensuite, on a l'héritier alpha, qui du coup, sur le calque que vous avez sélectionné, ça veut dire que vous ne pourrez dessiner que sur les couleurs qui se trouvent sur les calques en dessous, sur les zones où vous avez déjà dessiné en dessous. Donc ça c'est très pratique, mais il faut faire des groupes pour que ça marche vraiment bien et mettre les calques dans le bon ordre dans des groupes. Donc vous avez ça qui est super pratique. Et vous avez le petit quadrillage aussi qui est super pratique, c'est que là par exemple j'ai colorié en marron moche et j'ai envie de changer ma couleur, donc j'ai envie de mettre du bleu par exemple. Je prends une brosse, j'ai activé mon petit quadrillage et là si je veux juste changer la couleur, hop, je peux tout changer sans déborder de ce que j'ai dessiné. Donc ça c'est super pratique. Je vais refaire un trait différent, je vais vous faire des ronds. Hop. Ensuite, du coup, pour cette interface, on a en bas ce petit symbole qui est pour ajouter des calques. Si vous appuyez juste sur le carré avec le plus, ça vous ajoute toujours un calque de base. Mais si vous faites la petite flèche à côté, vous avez plus de choix. Donc vous pouvez faire un calque de dessin. Un calque de dessin, c'est le calque de base. Le calque de groupe, c'est le groupe où vous rangez vos calques. Vous pouvez cloner votre calque, donc faire une copie. Vous pouvez faire des calques vectoriels. Ça sert surtout pour le texte et pour certains outils qu'on pourra voir plus tard. Vous avez le calque de filtrage, c'est pour ajouter des filtres. Calque de remplissage, ça va vous faire un calque déjà colorié entièrement d'une couleur. Calque de fichier, je pense que c'est pour vous ouvrir un fichier, je m'en sers jamais, alors... Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est pas le plus pratique, mais vous pouvez vous en servir si vous voulez ajouter un fichier à votre image. Et après vous avez les masques en dessous, c'est pour certains un peu la même chose qu'au-dessus. Par exemple le masque de filtrage, ça peut faire penser au calque de filtrage. Et vous avez des masques de transformation, de colorisation. Je me sers rarement des masques, à part celui de filtrage, j'avoue.
Ensuite, à côté, vous avez, pour dupliquer, un calque ou un masque. Et après, vous avez les petites flèches pour réorganiser vos calques. Donc, vous pouvez les descendre, les monter. Donc là, je vais vous refaire des ronds. Donc, vous voyez que mon calque 2, il est en haut. Du coup, les couleurs passent par-dessus le calque 1, qui est en bleu. Mais si, par exemple, j'ai envie que ce soit l'inverse, je peux les descendre et ça fait l'inverse. Après, on a les propriétés des calques. Donc là, vous pouvez changer le nom, l'opacité, le mode de mélange. Vous pouvez lui mettre une étiquette de couleur. Vous pouvez changer les propriétés, donc visible, verrouillé, Riti alpha, alpha verrouillé. Les canaux actifs, je vous conseille de pas trop y toucher. Ça veut dire que là, on voit toutes les couleurs, donc on voit bleu, vert, rouge et alpha. Mais après, si vous en enlevez, voilà, ça vous fait disparaître des choses. Et ça vous change les couleurs, du coup, donc faut pas les toucher. Après, les propriétés sont pratiques quand on a fait un calque de filtrage ou un masque de filtrage. Qu'est-ce que je peux faire pour vous montrer rapidement? Donc là, dans les masques, vous avez beaucoup de possibilités. Moi, ce que je me sers souvent, c'est ajustement de la couleur. Il y a la balance des couleurs ici. Et après, le reste, je m'en sers pas trop. Les niveaux à la rigueur et... ça, je peux de temps en temps m'en servir, mais souvent je fais un test et ça me plaît pas et au final, je m'en sers pas. Donc là, vous voyez, vous pouvez baisser la courbe ou la monter, vous pouvez la modeler comme vous voulez et ça va avoir un impact sur les couleurs du calque du dessous. Vous pouvez réinitialiser, donc ça vous remet de base. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez par exemple changer les teintes si vous voulez avoir quelque chose de plus rouge ou plus orangé. Vous voyez ? Il y a la luminosité. Et là, pour savoir un petit peu comment ça marche, vous voyez que en haut et en bas, il y a des bandes avec un dégradé du blanc au noir. Donc ça veut dire que plus votre point est vers le haut et plus votre ligne est vers le haut, plus elle est claire, plus elle est vers le bas dans le coin, plus elle est foncée. Mais du coup, comme ça vous fait une courbe, ça va vous le mélanger d'une certaine façon. Donc là, par exemple, je vais rester comme ça, je vais faire OK. Et là, si je refais propriété, ça va me permettre de avoir accès uniquement à ça et de pouvoir remodifier mes couleurs, mon ajustement de la couleur. Ensuite, on a la poubelle, c'est pour supprimer un calque, donc là, je vais supprimer mon masque. Ensuite, on a les préférences d'outils, donc à chaque fois que vous allez prendre un outil, la brosse, le texte, la sélection, le pot de peinture, ici, vous aurez différentes préférences d'outils. Là, on a le lissage de la brosse, par exemple. Moi, je reste en basique. Généralement, j'y touche pas à ça. À la rigueur, on peut mettre l'assistant aimanté, mais ça marche que si vous avez des guides. Là, on n'en a pas, donc l'assistance aimantée, ça marche pas. Ça sert surtout pour la perspective. Donc, on revient un peu plus en haut. Donc, on avait l'onglet calque, on a l'onglet composition. Alors ça, je m'en sers jamais. Je ne m'en sers jamais, donc je peux rien vous dire. Et puis, c'est toujours vide chez moi. Et du coup, après, vous avez l'historique d'annulation. Ça, c'est pratique. Vous avez toutes vos actions, pas depuis le début de votre dessin, parce qu'au fur et à mesure, ils en enlèvent. Mais les dernières actions que vous avez faites sont toutes notées là. Et si vous avez eu un couac quelque part, vous pouvez regarder votre historique d'annulation et remonter jusqu'au couac pour l'enlever ou pour au moins comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a fait un truc bizarre. Donc ça peut être pratique. Ça marche dans les deux sens. Vous pouvez remonter en arrière et vous pouvez remonter en avant. Mais comme j'ai dit, au bout d'un moment, ça efface l'historique. Donc on en a fini pour la droite. On va passer vers la gauche. Donc en haut à gauche, on a créer un nouveau document, ouvrir un dossier ou un document existant plutôt, vous avez enregistré. Dans ma version, j'ai retour arrière, retour avant, mais dans la version que j'ai à certains endroits, les petites flèches n'y sont pas. C'est une des versions récentes, il me semble. Ensuite, là, vous avez pour les dégradés, donc vous pouvez choisir si votre dégradé, il va uniquement de votre couleur, donc de clair à foncé, ou de foncé à clair, et vous voyez qu'il y a des petits carreaux. Ça veut dire que y a un effet de transparence. Donc si je me rajoute un calque pour vous montrer que je prends mon outil dégradé et que je mets un coup, vous voyez que la transparence fait qu'on voit encore le blanc de mon arrière-plan. Si par exemple j'ai pas envie d'avoir de transparence, je peux prendre celui d'en dessous qui va mélanger les deux couleurs que j'ai ici pour me faire un dégradé. Donc avec cette petite flèche, je peux changer de couleur et c'est toujours la couleur d'en haut à gauche que vous pouvez modifier. Donc, par exemple, là, je vais prendre du vert et là, quand je vais faire mon dégradé,
Vous voyez que ça recouvre tout, il n'y a pas de transparence. Après, il vous propose quelques dégradés préenregistrés. Vous pouvez les chercher, vous pouvez en créer, importer des ressources, en ajouter, les modifier. Vous pouvez leur mettre des étiquettes. Vous pouvez tous les voir parce que pour l'instant, il n'y a pas d'étiquettes. Donc, mais si vous avez des étiquettes, vous pouvez vous servir de ça pour les trier. Ensuite, à côté, on a les motifs. Donc il y a tous les motifs de base de Krita, pareil, il y a l'histoire des étiquettes, mais là j'en ai pas mis, donc on ne peut pas trier par les étiquettes. Vous avez tous les motifs qui apparaissent en noir et blanc, et après vous pouvez faire des motifs personnalisés. Je n'en ai pas. Vous pouvez en supprimer ou importer des ressources. Ensuite on a les couleurs, donc vous pouvez cliquer directement sur l'un des carrés de couleurs pour la changer, ça vous ouvre une fenêtre. Vous avez votre cercle chromatique ici, ou vous avez votre palette que vous pouvez changer parce que vous avez différents types de palettes. Moi je reste sur celle-là, je trouve que c'est la meilleure, la plus complète. Et vous pouvez choisir une couleur de votre palette. Vous pouvez aussi nommer vos couleurs et les chercher après par nom. Vous avez la pipette pour vous servir d'une couleur déjà présente sur le dessin. Et après, vous avez le nom de la couleur, donc chaque couleur a un numéro et vous pouvez rentrer directement le numéro de la couleur que vous cherchez, par exemple. Ensuite, on a cette petite flèche pour intervertir de couleurs. On a les deux petits carrés noir et blanc pour revenir sur du noir et du blanc. Ensuite, on a les brosses. Donc pour pouvoir cliquer dessus, il faut avoir l'outil brosse d'activer, de sélectionner. Et ça vous permet d'avoir accès aux propriétés de votre brosse. De base, je vous conseillerais de ne pas y toucher parce qu'il y a pour certaines brosses énormément de choses sur le côté. Vous pouvez à la rigueur changer le diamètre si vous voulez. Et après, bon là ça va pas servir à grand chose, mais il y a les espacements qu'on peut changer quand c'est des brosses avec des motifs par exemple. Vous pouvez changer le mode de mélange, mais pareil je vous conseille de pas trop y toucher. Pour le moment, à droite, vous pouvez tester une fois que vous modifiez des choses sur votre brosse, ce que ça fait. Vous pouvez enregistrer le nouveau pré-réglage. Et ici, on peut réinitialiser les réglages de base. Vous pouvez renommer le pré-réglage ici. Et en bas, du coup, vous avez remplir la zone avec la brosse. C'est le motif de la brosse, donc ça sert pas à grand chose. Vous pouvez, avec une image actuelle, donc là j'ai mis mon dessin, vous pouvez mettre un dégradé, un pot de peinture, vous pouvez réinitialiser. Et vous avez d'autres choses que vous pouvez cocher et décocher. Après, on a ces petits carrés où on peut également choisir ses brosses à partir d'ici. Pareil, il y a les étiquettes. Et ici, on peut changer, on peut mettre les détails. Ou juste les vignettes, on peut changer la taille. Moi, je reste comme ça. Vous pouvez charger une brosse. Là, vous avez, on va dire, les propriétés de votre brosse. Là, c'est une gomme, donc elle doit supprimer. Donc, on touche pas, normalement. Mais une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez bidouiller un peu vos brosses si vous avez envie de les transformer. Là, comme on a une gomme, on a cette petite chose activée qui le définit comme une gomme. Mais par exemple, si je prends lui, c'est pas activé. Par contre, je peux l'activer et transformer ma brosse en gomme. Vous voyez, là, ça gomme. Si je l'enlève, ça dessine. Des fois, il y en a qui comprennent pas, mes élèves, qui ne comprennent pas pourquoi ça gomme alors qu'ils ont une brosse qui est censée dessiner. C'est parce que sans faire exprès, sur leur stylet, ils vont avoir appuyé sur un bouton qui est associé à cette fonction-là et qui, du coup, vous change votre brosse en gomme. Donc, si vous vous demandez pourquoi ça gomme, c'est souvent que vous avez activé ça alors que vous ne vouliez pas l'activer. Donc, faites bien attention à ça. Après, hop, ça marche aussi pour colorier uniquement par-dessus quelque chose où vous avez déjà colorié, donc ça peut être pratique, même si je m'en sers jamais, j'avoue. Et là, on peut remettre les pré-réglages de base, donc si vous avez trop bidouillé, vous pouvez faire ça, et normalement, ça vous remet tout à la normale. Après, ici, on a l'opacité de la brosse. Et c'est pas la même chose que l'opacité du calque, ça veut dire que là, je suis à 100%, ça me fait... mince. Ça me fait ça. Si je baisse l'opacité, ça me fait du gris et ça devient un peu transparent, vous voyez. Donc ça, attention. Des fois, il y en a qui se trompent, qui vont changer l'opacité au lieu de changer la taille. Parce que là, vous pouvez changer la taille de votre brosse. Et vous pouvez également changer la taille en appuyant sur Shift. En restant appuyé sur Shift et en cliquant gauche, en allant de droite à gauche, ça change la taille. Moi, c'est le raccourci que j'utilise plutôt que là. Là, je m'en sers que si je sais que je veux une taille précise, par exemple 15, où je fais clic droit dessus et je vais taper 15 sur mon clavier. Ensuite, on a ça qui est très pratique, c'est les axes de symétrie. Donc vous avez l'horizontal, le vertical. À côté, vous avez la petite flèche qui vous permet de masquer, donc ça devient transparent.
mais elle est toujours active. Vous pouvez également verrouiller, ça veut dire que vous pouvez plus la bouger. Vous voyez qu'il y avait un petit rond blanc qui a disparu, et ce petit rond blanc, il vous permet de bouger votre ligne. Vous avez recentré la ligne, si vous avez déplacé la ligne, hop, je la déplace, je veux qu'elle aille au centre, donc je la recentre. Ensuite, si on descend, là, vous avez le nom de votre image, donc moi c'est non enregistré parce que je ne l'ai pas enregistré. Vous avez le poids, et là, vous pouvez fermer directement votre image, et vous allez revenir à l'accueil pour créer votre image. Ensuite, on retourne à gauche. En haut à gauche, on a tous les outils, donc on a le petit curseur qui ne sert pas à grand-chose. Sélection du tracé sert pas souvent, ça va servir pour le texte ou pour le vectoriel. Vous avez l'outil texte, l'éditeur de nœuds de chemin. Ça, on s'en sert plutôt pour, pareil, le vectoriel. Là, vous avez une plume calligraphie qui est vectorielle. Vous voyez, ça vous a créé un calque vectoriel. Et quand vous cliquez sur l'outil précédent, vous pouvez bouger les points, donc les nœuds de votre tracé. Pour ceux qui connaissent Illustrator, c'est un petit peu la même chose, mais ça fonctionne pas pareil. Le principe est le même, mais c'est pas la même façon de s'en servir. Et là, du coup, dans les préférences d'outils, vous avez le choix entre souris et le stylet. Et plein de choses, vous pouvez prendre en compte la pression, la finesse, l'angle, etc. Là, il n'y a pas grand-chose dans les nœuds. Le texte, vous pouvez choisir directement la police, la taille. Si vous centrez à gauche, au milieu, vous pouvez modifier le texte. Le texte vous créera aussi un calque vectoriel. Et quand vous faites votre zone, là vous avez tout qui s'ouvre avec tout ce que vous voulez dedans, les fichiers, etc. La couleur, la pipette, le gras, l'italique, tout le bazar. Ça, je ne m'en sers pas et j'avoue que la source SVG, je ne sais pas ce que c'est. Je suppose que les gens qui codent savent ce que c'est, mais voilà, moi je ne sais pas. Et quand vous avez fini de taper votre texte, n'oubliez pas de bien l'enregistrer avant de fermer, sinon ça prendra pas en compte votre texte. Ensuite, on a la brosse. Donc la brosse vous permet de choisir en bas, tout en bas, toutes les brosses que vous voulez et de dessiner. On a l'outil ligne qui permet de tracer des lignes. On a l'outil carré qui fait des carrés, donc il peut autant gommer en carré que dessiner en carré. Et dans les préférences d'outils, on peut remplir avec la couleur du premier plan, la couleur du fond, un motif ou ne pas remplir, donc vous aurez que les contours. Par contre, la taille de votre brosse a une influence sur le contour de votre carré, de votre forme. Vous avez la même chose pour le rond et pour celle-là. Celle-là, il faut tracer votre forme en faisant plusieurs points, et quand vous revenez au point de départ et que vous fermez votre forme, ça vous la trace réellement. Celle-là ressemble pas mal à celle-là. Sauf que celle-là, vous pouvez faire des formes non fermées. Vous voyez, là, je me croise, je double-clique et hop, ma forme n'est pas fermée, il y a un trou ici. Alors que celle-là, je pense qu'il faut obligatoirement... Ah bah non. Mais ça va forcément vous la fermer, mais vous n'êtes pas obligé de revenir au début. Donc il faut faire double-clic si vous revenez pas au début. Ensuite, on a celui-là qui est pratique, qui va vous faire des courbes. Pareil, il faut rester appuyé pour avoir la petite manette et pouvoir arrondir. Et si vous faites double-clic, hop, ça vous trace votre forme sans forcément la fermer. Mais vous pouvez aussi la fermer. Bon, celui-là, je crois que c'est du vectoriel, mais je suis pas sûre, parce que celui-là, je m'en sers jamais. Non, ça m'ajoute pas de calque vectoriel, donc c'est pas du vectoriel. Mais ça va vous lisser un peu votre tracé. Quand j'ai commencé à dessiner sur un autre logiciel, il y avait une fonction un peu comme ça, et je dessinais que avec ça, parce que tout début, j'avais pas de tablette, et je dessinais à la souris, et c'est assez pratique. Là, vous voyez, je fais à la souris. Ça lisse quand même pas mal le tracé, donc c'est pas mal. Pareil, vous pouvez choisir de remplir, pas remplir. Les contours, ça peut être la brosse ou pas la brosse. Alors celui-là, pareil, je m'en sers pas souvent. Mais c'est un peu la même chose. Vous pouvez avoir un peu de latence, normalement. Ça vous alourdit votre stylet, quoi. Ensuite, on a ça qui peut être pratique. Surtout quand on fait des motifs, c'est la multibrosse. Alors, ça va vous faire, vous voyez, comme un effet miroir. Donc si je dessine là, ça va dessiner exactement au même endroit, aux quatre coins. Vous pouvez, normalement, voilà, le combiner avec les miroirs pour faire des formes plus complexes. Vous avez bien sûr notre grand ami, l'outil transformer, qui, quand vous en servez, vous permet de tourner votre calque, l'aplatir, le déformer, le grandir. Et dans les préférences d'outils, vous permet aussi de le modifier en perspective. Ce qui est très pratique quand vous voulez faire, par exemple, un motif d'un sol, d'un carrelage ou
un motif de tapisserie, quelque chose comme ça qui va être sur un objet en perspective, bah vous avez plus qu'à suivre votre perspective, le faire à plat, et avec ça suivre votre point de fuite, et hop, ça vous le met bien en perspective, c'est parfait. On a aussi celui-là qui permet de déformer par des points et des coins. Ça peut être pratique quand on veut coller un motif ou quelque chose sur une forme en volume. Celui-là, je ne m'en sers jamais parce qu'il faut faire une sélection et après, normalement, une fois qu'on a fait notre sélection, on peut bouger les points pour modifier juste ce qu'on a sélectionné. Et liquifier, je m'en sers rarement, c'est un peu étrange, je trouve. Ça modifie comme si votre forme était un peu malléable et liquide, on va dire. Mais pour modifier la forme de cette façon, je préfère utiliser le coton-tige ou le blender basique, ou alors il y a une autre brosse, celle-là, je sais plus comment elle s'appelle, Distort Move, qui permet de pouvoir pousser les choses. Donc transformer, c'est très pratique. Je vous conseille de pas trop bouger toutes les choses qui sont déjà de base, donc bicubique, laisser dessus. Position, rotate, scale, pareil, les laisser comme ça. Ça... Il me semble que c'est pour aider à déplacer, à sélectionner le coin que vous voulez déplacer. Vous voyez, il y a la petite croix là, qui vous fait le centre de votre image, de votre sélection à transformer. Vous pouvez la déplacer dans les coins. Et du coup, le centre a changé. Quand vous allez vouloir le faire tourner ou le modifier, ça va prendre en compte le coin que vous avez sélectionné. Vous pouvez aussi changer directement la position ici. Avec vos X et vos Y, c'est pas toujours pratique, je préfère le faire à la main. Après, vous pouvez faire en miroir votre image dans les deux sens, vous pouvez la faire tourner comme ceci, et vous pouvez réinitialiser ou appliquer. Après, on a cet outil-là qui des fois fait un peu doublon avec celui-là, parce qu'il permet de déplacer également, mais il permet que de déplacer. Mais vous pouvez tout déplacer ensemble, normalement. Si vous sélectionnez ça, voilà, vous avez tous vos calques qui ne sont pas verrouillés, qui bougent ensemble. Ça peut être pratique si vous voulez décaler toute une partie de votre dessin, mais c'est vrai que ça, je m'en sers pas. Ensuite, on a ça qui est pratique aussi, c'est pour recadrer votre image. Donc une fois que vous avez sélectionné la zone, vous pouvez la bouger si vous le souhaitez ou la rétrécir, et vous faites entrer, ça va vous découper ce qui n'est pas dans la zone blanche. Voilà, donc c'est pour recadrer votre image. Ensuite, on a le dégradé, on en a déjà parlé tout à l'heure. Vous avez les formes du dégradé qui peuvent changer. Vous pouvez choisir que ça se répète, vous pouvez inverser, vous avez la pipette. Masque de colorisation, je ne m'en sers jamais, mais ça vous ajoute un masque pour pouvoir faire vos couleurs, mais je trouve pas ça extrêmement pratique. La gomme intelligente, pareil, je ne m'en sers jamais, parce que je la trouve pas si intelligente que ça, alors je n'ai peut-être pas compris son intelligence, mais... Et puis c'est long, donc si vous avez un ordinateur un peu faiblard, un peu moyen, ça peut vous faire planter l'ordinateur. Même les bons ordinateurs, ça peut les faire planter. Ça m'est arrivé quelques fois sur des gros dessins que le mien plante. Ensuite, on a remplir. Donc, c'est le pot de peinture qui vous permet de remplir une zone ou un calque. Là, par exemple, mon calque, il y a des ronds bleus. Si j'ai envie de les remplir en orange, je peux remplir soit mes ronds bleus individuellement en orange, soit je peux remplir autour en orange. Vous pouvez modifier quelque chose dans leurs paramètres d'outils, comme par exemple le seuil ou agrandir ou rétrécir la sélection. C'est si vous voulez que ça déborde un peu de votre sélection ou pas, vous avez les bords doux, pareil. C'est par rapport au rayon d'action de votre pot de peinture. Vous voyez, là, ça va vous adoucir les bords, les rayons doux. Et si vous n'en mettez pas, ça va venir, si vous regardez bien, ça grandit un petit peu parce que du coup, j'ai fait agrandir la sélection. Donc ça recouvre pas exactement à la même taille, ça agrandit un petit peu quand vous avez des points. Après, vous pouvez faire dans l'autre sens, ça vous le rétrécit, vous voyez. Ensuite, on a l'assistant qui est pratique pour tout ce qui est perspective. Dans les préférences d'outils, vous avez tous les types d'assistants. Courbe de Bézier, ellipse, ellipse concentrique, perspective. Ce qui est très pratique, c'est perspective, point de fuite. Règle parallèle, ça peut être pratique. C'est pour vérifier que vos lignes sont bien correctes pour faire des parallèles. Vous avez une règle simple que vous pouvez modifier. Vous pouvez la déplacer ici, la cacher ici et la supprimer ici. Et quand vous avez sélectionné et créé quelque chose, donc là si je fais ça, hop, ça me fait un quadrillage de perspective. Vous avez des nouvelles choses qui apparaissent en bas, comme l'opacité, donc je peux baisser ma grille. Je
peux choisir une couleur personnalisée pour ma grille et ici je peux changer la couleur également. Voilà, donc ça c'est très pratique pour la perspective. Donc perspective il est pratique, point de fuite il est pratique, les ellipses aussi ça peut être pratique, les règles également, point de fuite fisheye, si vous savez faire du fisheye c'est bien. Ensuite on a mesuré, je ne m'en sers jamais j'avoue. Mais c'est comme une règle, vous pouvez choisir dans les préférences si vous voulez des centimètres. Bah ça va vous dire que ça fait 14,3 cm, ça vous fait les angles, ce genre de choses. Pour mes dessins, j'avoue que je ne m'en sers pas. Ensuite on a la petite épingle pour les images de référence. Donc ça c'est quand vous insérez une image de référence. Avec cet outil vous pouvez la déplacer, l'agrandir, la rétrécir, changer son opacité et vous pouvez faire tout ça dans les préférences d'outils. Ensuite, on a tous les outils de sélection, donc on a les classiques, carré, ellipse, les personnalisés qu'on peut fermer. Et le plus pratique, je trouve, c'est celui-là, c'est les tracés à main levée, c'est celui dont je me sers le plus. Vous avez la baguette magique qui va vous sélectionner sur un calque où il y a quelque chose de dessiné, vous voyez. Ça va me sélectionner le blanc parce que j'ai cliqué sur le blanc. Si je clique sur le bleu, ça va me sélectionner ce rond bleu. Je peux en sélectionner plusieurs en appuyant sur Shift ou en enlever en appuyant sur Alt. Et pareil, dans les préférences d'outils, on peut changer pas mal de choses. On peut choisir que ça prenne en compte tous les calques, juste un calque, les calques avec certaines couleurs. Il y a l'imprécision qu'on peut changer. Moi, je suis à 20. Si je me mets à 10, vous voyez que ça augmente le tour de sélection, donc je vais rester à mon 20 et après on peut réduire la sélection, on a les bords doux, c'est un peu comme l'autre outil qu'on a déjà vu. Ensuite on a ça qui est extrêmement pratique, c'est la sélection par couleur. Sur ce calque là je vais sélectionner, ça veut dire que je vais pouvoir colorier que dans mes zones de couleurs. Si je fais ça, je l'enlève, que je fais ça, normalement ça doit me sélectionner que les couleurs, vous voyez. Donc là, vous avez différentes choses. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter. Au lieu d'appuyer sur le raccourci, vous pouvez cliquer sur ça. Moi, je fais les raccourcis, j'avoue. Donc là, on arrive sur un outil que je me sers pas. C'est pareil, c'est pour sélectionner. Sauf que là, vous pouvez les courber. Je trouve que cet outil-là est plus pratique parce que vous sélectionnez directement la forme que vous voulez avec votre stylet et vous pouvez supprimer. Et on a celui-là, pareil, le magnétique sélection, je m'en sers jamais. Je crois que je sais même pas comment il marche. Ouais, c'est ça. En gros, il va s'aimanter aux formes que vous avez dans votre calque pour sélectionner une zone. Mais je trouve ça vraiment pas pratique pour le coup et c'est un peu lourd pour les ordinateurs. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille pas d'outil de sélection. Et après, pour terminer, on a la loupe pour zoomer, dézoomer, mais pareil, je trouve plus pratique d'utiliser la molette que l'outil. Et on a ça pour déplacer la feuille, mais pareil, je trouve ça plus pratique d'utiliser clic molette plutôt que l'outil. Ensuite, en descendant, on a la palette. Donc pareil, on peut changer les types de palettes. Moi, c'est celle-là que je préfère. Vous avez toutes les couleurs ici, également. Donc si vous cliquez ici, vous pouvez changer la palette. Mais c'est vrai que pour moi la meilleure c'est celle-là, elle est super, surtout pour toutes les peaux, les couleurs de peau en haut, les beiges et les marrons sont super. Vous pouvez créer votre palette, il me semble, voilà. Vous pouvez la créer, vous pouvez la modifier et vous pouvez ajouter une couleur si vous le souhaitez. Et vous pouvez avec ça supprimer une couleur. Ensuite, on a le sélecteur de couleurs, super pratique. On peut le modifier, mais j'avoue que comme ça, c'est très bien. Et après, vous pouvez faire aussi avec ça pour sélectionner les couleurs. Ça m'arrive de temps en temps de m'en servir. Mais ça, c'est déjà bien pratique. Donc, vous tournez autour du cercle pour choisir votre famille de couleurs. On va dire, je veux du vert qui se rapproche du bleu, donc je vais me mettre par là. Et après, dans le triangle, vous choisissez si vous voulez du foncé, du clair, du gris, à vous de voir. Et en bas, vous avez des petites molettes que vous pouvez aussi bouger pour changer les couleurs. Je ne m'en sers pas d'habitude. Et ça, c'est pratique parce que vous pouvez vous créer une liste de couleurs d'après les couleurs que vous avez déjà mises.
Ensuite, on a les brosses. Donc, on a ici toutes les étiquettes qui existent. Donc, par exemple, si vous voulez toutes les brosses, vous restez sur All. Mais si vous voulez que les brosses avec les étiquettes My Favorite, donc c'est que vos brosses préférées, vous cliquez dessus et vous les avez toutes. Moi, sur ma version, je suis obligée d'enlever à chaque fois les brosses parce qu'il m'en ajoute que je veux pas. Donc, vous pouvez faire enlever de cette étiquette si vous voulez enlever une brosse. Et après, quand vous faites clic droit avec l'outil brosse sur votre image, vous avez votre roue qui s'ouvre avec toutes vos brosses préférées qui sont avec cette étiquette. Vous avez aussi votre couleur au milieu qui est pratique et les dernières couleurs que vous avez utilisées autour. Vous pouvez créer des nouvelles étiquettes, bien sûr, si vous voulez. Et après, pour ajouter des étiquettes, faut faire clic droit sur votre brosse et affecter à l'étiquette. Vous pouvez directement faire votre nouvelle étiquette ici, ou vous pouvez aussi les enlever. Et vous voyez, toutes les brosses que j'ai utilisées récemment, normalement, sont marquées avec ce petit logo. Donc là, pareil, on peut changer en étant en vignette, en détail, la taille des icônes. Vous pouvez rechercher ici si vous savez le nom d'une brosse. Et il y a tout un tas de brosses. Elles sont rangées dans All par type de brosse. Donc on a les gommes, on a les l'airbrush, et après on a les basiques. Vous voyez, elles s'appellent toutes basiques quelque chose. On a les Basic 5 après. Celles-là, elles sont bien parce qu'elles gèrent la pression. Il y en a qui gèrent pas la pression. On a tous les crayons à papier, on a les plumes, les stylos, les feutres, surligneurs, les pinceaux, les crayons de couleur, les choses qui font un peu aquarelle. On a tous les blenders. Après, on a les brosses un peu particulières. On a les brosses comme celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure pour déformer un petit peu votre tracé. Après, il y a les tampons qui sont vachement pratiques. Vous avez votre rame dans les tampons. Vous pouvez créer vos propres tampons, vos propres brosses également. Et vous pouvez aller, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici, pour modifier tous les réglages. Donc dans les trames, vous êtes autorisé à les bidouiller parce que vous êtes obligé. Vous avez les diamètres à changer de vos trames selon les points que vous voulez. La taille du point que vous voulez. Le diamètre, vous pouvez toucher. Mais le mieux, c'est d'aller dans motif. Vous pouvez choisir votre motif. Donc là, on reste en trame. Et vous avez les options. S'il me laisse y aller, normalement. Et c'est dans les options qu'on peut changer des choses. Donc là, en mode, on est en soustraire. On peut faire multiplier, mais restons en soustraire. On a l'échelle. Donc là, ça va changer la taille de votre rame. Et pas juste la taille de votre brosse. On a la brillance, vous voyez, en haut ici. Ça fait que les points se rapprochent ou s'éloignent. On a le contraste aussi. Et pour réussir à faire les trames qui vous conviennent, il faut changer ces trois choses jusqu'à avoir ce que vous voulez. Vous pouvez tester de ce côté. Ça, c'est vrai que j'y touche pas d'habitude. Le cut-off, j'y touche pas. Et le reste non plus, j'y touche pas. C'est pour décaler les points, mais c'est vrai que de base, ça me va comme cette base. Vous avez certaines trames qui prennent en compte la pression, d'autres non. Celles-là, par exemple, vont vous faire un dégradé de trame. Et ça, c'est bien. Là, vous voyez que mes trames sont toutes petites, mais que plus j'appuie, plus elles vont être foncées. Du coup, c'est super pratique pour faire des dégradés en trame. Donc, vous avez tout un tas de brosses et de tampons à votre disposition. Et je pense qu'on a fait le tour, pour l'instant, de Krita. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Ah, remarque, il y a ça que j'ai pas fait. Alors, attendez. Hop, je sélectionne quelque chose, j'appuie sur ça, et pour ceux qui ont du mal à voir ce qui est sélectionné, ça peut être pratique. Là, on voit que ce qui est sélectionné, c'est le blanc, et que le rouge, on peut pas aller dedans. Et quand on reclique dessus, ça l'enlève. Voilà. Alors, peut-être que si vous êtes daltonien, que vous voyez pas le rouge, c'est peut-être pas pratique. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse changer la couleur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite information, en ce moment je suis très prise, j'ai beaucoup de travail. J'ai pas trop le temps de tourner des vidéos, mais elles vont reprendre dès que ça se sera un peu calmé. Donc probablement pas avant cet été, ou si j'ai un trou, pourquoi pas, mais voilà, il y aura que des petites vidéos pendant un grand moment, voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve dès que possible. Merci à tous, c'était Artchampi.